Bonjour à tous et bienvenue à Matin Bonheur. Très heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro de votre matinale. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes mercredi 12 octobre 2022 et au cours de cette émission, on aura avec nous Coach Diabaté, l'ami des tout-petits, qui va nous proposer du fitness. Il est déjà en studio avec nous. Également, on aura Cyriaque Bogou qui viendra pour la rubrique Le Viseur. Et aujourd'hui, il s'intéressera à cette crise qui a secoué il y a quelques mois la Fédération ivoirienne de basketball. Et puis, on aura Dr Tanon Laura Michel, notre psychologue maison pour cette saison de votre matinale. Et sachez qu'en Info Jour J, pour ouvrir, qu'aujourd'hui se tiendra à l'espace Serae UMOA le lancement officiel du mois d'octobre, mois du consommé local, activité pilotée par le ministère de la promotion des PME, du commerce et de l'industrie et qui se tient bien évidemment à la manette avec le Comité national de lutte contre la vie chère qui le pilote. Je voudrais dire bonjour à toutes les populations de la Côte d'Ivoire profonde et particulièrement à celle de Fendi Manou. Fendi Manou qui est un village situé dans la région du Morono, que vous voyez ici sur la carte, village qui dépend de la sous-préfecture d'Andé. Ce Fendi Manou qui est l'une des grosses zones de production d'aubergines de la Côte d'Ivoire. En tout cas, coucou à toutes les vaillantes populations de ce village et à toutes celles aussi des villages voisins de Fendi Manou, un village tel que Brou, Akbaoussou, Aféré, Agua, Agbossou, Elenzue, Andé, Anekrou ou encore Nguinou. Merci de suivre les programmes de la RTI et particulièrement Matin Bonheur du lundi au vendredi. Eh bien, lui, il est avec nous aujourd'hui. C'est avec lui qu'on va aller dans le viseur pour vous proposer un sujet fort intéressant aujourd'hui. C'est celui de la crise qui a secoué la Fédération ivoirienne de basketball. C'était il y a quelques semaines. On le retrouve juste après ceci. Voilà, lui c'est Cyriaque Bogou, visage que vous connaissez, habitué de Matin Bonheur, qui nous a fait faux bon la saison dernière, mais qui est de retour. Cyriaque Bogou, on prend langue avec vous tout de suite. Voilà, Cyriaque Bogou, Community Manager, qui est avec nous cette saison pour la rubrique Dans le Viseur. Et avec lui, on va parcourir plein de sujets. Vous connaissez voilà, le principe de cette rubrique. On vous met un sujet sur la table et lui, il enquête et il nous ramène les versions des protagonistes qui sont au cœur de ce sujet. Et aujourd'hui, avec lui, on va parler de la Fédération ivoirienne de basketball. Cyriaque, bonne arrivée chez toi. Merci beaucoup. On dit quoi? Depuis le temps. Ouais, non, c'est bon, ça va, je ne plains pas. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Il fait le tour de la Côte d'Ivoire et du monde. Il va de conférence en conférence. Il y a beaucoup de consultants en open innovation, open data, policy advocacy et social media. Il faut nous simplifier tout ça en français facile. En français facile, j'aime bien tout ce qui est challenge, mais là, je me présente plus comme un consultant en nouveaux médias, c'est plus simple. Consultant en nouveaux médias, simplement. Donc tout ce que j'ai dit là, résumé ça en consultant en nouveaux médias. Et avec toi aujourd'hui, Cyriaque, on s'intéresse à cette crise-là qui avait secoué la Fédération ivoirienne de basketball, qui avait ému toute la Côte d'Ivoire parce que, bon, je veux dire, l'équipe nationale de basketball était devenue le reflet du sport ivoirien. Bon, c'est vrai que le football est encore très présent, mais avec la victoire des basketteurs ivoiriens, tout le monde s'identifiait à cette équipe. Et puis, patatras, un matin, on découvre un courrier sur les réseaux sociaux qui vient révéler une crise profonde. Et puis, bon, chacun y est allé de son commentaire. Aujourd'hui, avec vous, on va savoir ce qui s'est véritablement passé, n'est-ce pas? Merci. Donc, comme tu l'as si bien résumé, je pense que c'était le 5 septembre 2022. Oui. La Côte d'Ivoire se qualifiait pour la Coupe du Monde, donc, qui va se jouer en 2023. Oui. Et on était tous contents. Moi, je me rappelle que j'ai regardé le match la veille. Oui, on a tous regardé. En tout cas, c'était une belle affiche avec le Cap-Vert et autres. Et quelques jours après, donc, on voit un courrier sur les réseaux sociaux, co-signé
par les deux capitaines, Eddie et Stéphane, et voilà, et d'autres joueurs qui ont signé pour dire que voilà, il y a une crise au sein de la fédération, et comme quoi l'ancien entraîneur, donc Lazzo, l'Espagnol n'était plus. Lazzo Lescano, j'espère que je prononce bien cela. Donc ne faisait plus partie de l'effectif, puisque lors de la dernière finette, donc la 4e finette, il n'était pas là. Donc ça a vraiment fait couler beaucoup d'encre et autres. Et nous avons essayé d'aller vraiment dans le viseur pour essayer d'enquêter, de voir, d'entendre qu'est-ce qui se dit, que ce soit du côté de la Fédé, que ce soit du côté des différents protagonistes et autres. Et il se trouve que quelques jours avant, juste après cette lettre-là, le team manager, donc M. Carlo Vera, a démissionné. Et là, on a vu ça aussi sur les réseaux sociaux. On a le courrier, on a les différents courriers. Voilà, donc là, on voit le courrier signé des joueurs. Et donc, à la suite de cela, on a vu que M. Carlo Vera a aussi fait une démission, qu'on va voir aussi dans laquelle il disait qu'il ne faisait plus partie de l'équipe. Là, c'est le courrier signé des athlètes. Des athlètes, dans lequel il disait un peu que l'ancien entraîneur dont on a parlé tout à l'heure ne faisait plus partie de l'effectif. L'ancien entraîneur qu'ils ont dit est avec eux depuis 2010. 2010, voilà, donc, ils ont galéré ensemble. Ils ont galéré, ils ont roulé leur boss, comme on le dit. Donc, ils estiment qu'il doit aller au mondial. En tout cas, normalement, on doit aller avec lui. Donc, ça nous a poussé à aller aussi vers... moi, j'aime bien aller aux sources, aller à gauche, à droite, entendre. Et donc, je me suis tourné un peu vers la fédération pour dire, bon, on a tous vu ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en dites? Et il se trouve que déjà, c'est sur les réseaux sociaux que la fédération apprend tout ce qui se passe. Donc, apprend aussi la démission. Apprend aussi la démission du team manager. Donc, sur les réseaux sociaux aussi. Ils n'ont pas reçu de courrier. Donc, selon l'information que nous avons reçue. Et donc, à la suite, c'est là, ils ont fait une conférence de presse dont on a l'image où on voit le président Mahamat qui est en train de parler. Et dans ses dires, qu'est-ce qu'il disait ce jour-là? C'est que déjà, ce que je viens de dire, ils ont été saisis, comme tout le monde, par les réseaux sociaux pour être informés de cette crise. Et deuxièmement, normalement, selon d'autres informations, le métier qu'exerce, donc le poste qu'exerce M. Carlo, était incompatible. Ex-manager maintenant. Était incompatible avec sa fonction parce que vous savez aussi il a son business à côté où il cherche à positionner des joueurs et autres, donc c'était incompatible, donc il cherchait à le mettre comme conseiller, donc pour qu'il puisse continuer ce même travail mais en tant que conseiller. Et apparemment je pense que c'est ce qui n'a pas plu. Voilà, non, ça ne lui convenait pas et c'est cela qui se sont emportés. Mais aujourd'hui je suis content parce que selon d'autres informations qu'on a reçues avant de passer à cette émission, ils sont en discussion via certaines autorités qui font aussi de la médiation, qui sont passionnés du basket, pour que dans un an, lorsqu'on parte à la Coupe du Monde, on puisse aller vraiment à la Coupe du Monde et ramener de très bons résultats. Donc finalement, on part avec quel coach on va donc de ce qui revient de la conférence de presse, ils sont restés avec le dernier coach qui donc nous a... Serbe, voilà, donc, qui a officié pendant la 4e fenêtre. La 4e fenêtre. Donc c'est avec lui qu'ils iront à la Coupe du Monde. Donc, ça donne un an à toute cette équipe-là de se préparer. Et je pense que ça donne aussi un an à toute la fédération et toutes ces personnes-là vraiment de reconsolider les liens pour qu'on puisse avoir des très bons résultats. C'est le lieu d'attirer aussi l'attention, parce que moi, je suis dans ma position, c'est de nous emmener, nous citoyens, à toujours aller à la source de certaines informations. Aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se dire sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de prendre son téléphone, de contacter X, de contacter Y pour avoir sa propre version et ne pas s'étaler sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit toujours et on le dira toujours sur Matin Bonheur, tout n'est pas net sur le net. Donc voilà. Oui, en tout cas, tout n'est pas net sur le net, c'est tellement bien dit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, Cyriaque, de cette crise à la Fédération ivoirienne de basketball? Parce que ça a révélé quand même des malaises profonds, voilà, qui étaient sous-jacents, qui ont explosé un matin, comme ça on peut le dire ainsi, sur les réseaux sociaux. Ce que ça nous permet de comprendre, c'est que je pense que cette équipe a vraiment besoin d'être accompagnée. Accompagnée non seulement par
nos autorités, accompagner, parce qu'on a vu même des montants qu'on ne pouvait pas imaginer, des joueurs qui touchent quand même entre 25 50 000 et souvent, quand il y a des primes... et les joueurs ont même dit dans leur courrier qu'ils avaient fait des sacrifices énormes donc ils ont fait des sacrifices énormes. Donc c'est le lieu aussi d'appeler tout le monde à y mettre de son sien pour que nous puissions avoir une équipe nationale vraiment qui nous apporte des résultats. Comme nous tous, on était fiers de dire qu'on est ivoirien. Quand je suis sorti, quand tu sors un peu, tu dis, bon, je suis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne s'identifie pas seulement à Drogba, on s'identifie aussi au basketball. Donc voilà, c'est le lieu de vraiment créer ce lien-là et permettre à cette équipe nationale de toujours nous rendre fiers. On a 1 an pour se préparer pour aller au mondial. Donc, ensemble, je pense qu'ils sont en train de trouver en tout cas les voies pour vraiment s'accorder et puis voilà. Nous présenter cette équipe-là. Je ne sais pas si on aura les mêmes joueurs, ça aussi c'est... Bon, on espère, on l'espère. Nous, on espère, nous, amoureux du basket, on les a vus jouer, on était contents. On espère que toute l'équipe sera toujours réunie pour nous faire plaisir. En tout cas, faire plaisir, c'est tout l'espoir qu'on a que cette équipe va nous offrir au prochain mondial. Et Cyriaque Bougou qui a essayé de nous expliquer. En tout cas, j'espère que vous avez désormais compris ce qui s'est passé au sein de la Fédération ivoirienne de basketball. Cyriaque Bougou qui sera avec nous tous les mercredis, comme ça, dans le viseur. C'est ça. Voilà, pour nous permettre de mieux comprendre certains sujets qui, peut-être, ont défrayé la chronique et tout ça. Toujours en prenant les versions des protagonistes de ces affaires. Voilà. Merci d'être en notre compagnie, Cyriaque Bougou. À mercredi. Voilà, et on va recevoir à présent, je vais me lever pour recevoir voilà, le professeur, docteur plutôt, Tanon Laura Michel. Venez. Docteur Tanon Laura Michel, psychologue, qui va s'installer. Ici, venez par ici, docteur Tanon Laura. Je vous fatigue un peu. Non, c'est pas... Voilà, on va s'asseoir. Et avec vous, eh bien, on va parler d'un sujet qui, ma foi, je me demande si ici, en Côte d'Ivoire, on est intéressé par ce sujet. Mais dans les explications de docteur Tanon Laura, on saura tout. Bonne arrivée, docteur. Merci. Merci d'être en notre compagnie. Un plaisir. Qui, franchement, vous êtes éclatante à l'antenne. Je vous regarde là-bas. Je suis sûr que c'est ce que les téléspectateurs doivent se dire chez eux. Docteur Tanon Laura, aujourd'hui, avec vous, on va parler de la crise de la quarantaine. Bon, est-ce que nous, les Africains, on est intéressés par ce sujet-là déjà? Bien sûr, on est intéressés, mais la crise de la quarantaine, pour la percevoir, il faut avoir une oreille attentive. Et dans les cercles d'amis, il y a un mal-être qu'on exprime à nos proches et sans savoir que c'est la crise de la quarantaine. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont entre 35 et 45 ans qui, en se confiant à leurs confidents, expriment une lassitude, et ils ont une irritabilité, et ils se demandent s'ils ont fait les bons choix. Bon, là, on est déjà dans la définition. Docteur Tanon Laura Michel est en train de nous expliquer ce que c'est que la crise de la quarantaine. Voilà. Donc, écoutez bien. Et puis, si vous reconnaissez parmi tout ce qu'elle est en train de citer, des éléments qui vous concernent, c'est que vous vivez la crise de la quarantaine. Tout à fait. On a aussi un besoin de changer d'apparence, un grand désir, un désir plus grand de plaire. On va dire... quand on a élevé les enfants, il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Parce que quand on s'est surinvesti dans l'éducation des enfants et que les enfants partent aux études, par exemple, on n'a plus rien à faire et il y a un sentiment de vide en nous et une tristesse aussi inexpliquée. Chez les hommes, cette crise-là va plus partir du domaine professionnel parce que l'homme va ressentir le besoin d'être plus reconnu, plus valorisé dans son espace professionnel. Et c'est à ce moment-là qu'on fait les changements de carrière, les sauts dans le vide pour faire accepter de nouvelles propositions professionnelles ou des réorientations professionnelles. Bon, après toutes ces définitions que le docteur Tanon Laura Michel vient de donner, j'espère que dans tout ce qu'elle a dit, vous arrivez à vous situer. Si vous avez au moins une seule fois dans votre vie été confronté à l'un des éléments qu'elle a cités dans son explication, c'est que vous vivez la crise de la quarantaine. Certainement. OK. Maintenant, je veux dire, à quel âge peut survenir cette crise de la quarantaine et puis combien de temps elle peut durer? Alors, la crise de la quarantaine apparaît chez les femmes entre 35 ans et 42 ans et chez les hommes
vers 45 ans. Donc, en fait, c'est une crise qui concerne les quadragénaires. Et elle peut durer, chez les femmes, elle dure moins longtemps que chez les hommes. Chez les femmes, la crise... Pourquoi? Sans doute à cause de la pression sociale et de la répartition des tâches. Donc, la société... il y a pas de pression sociale chez les hommes aussi. Chez les hommes, ça dure plus longtemps, justement. Oui. Chez les hommes, la crise dure entre 3 et 10 ans. Wow. Et chez les femmes, entre 3 et 52 et 5 ans. Parce que les hommes, ils sont plus chargés. Oui. Ils sont plus chargés que les femmes. Donc, forcément, ils vont avoir un temps plus long pour se retrouver dans ce moment de doute-là. Parce que ce qui caractérise la crise de la quarantaine, c'est un grand doute sur nos choix passés, sur ce qu'on fait à présent et où on veut aller. Donc, ce grand doute-là dure moins chez la femme que chez l'homme. Parce que la crise de la quarantaine chez la femme dure moins longtemps que celle de l'homme. Mais on a parlé des symptômes et tout cela, mais je veux dire, quels sont les symptômes qu'on retrouve le plus? Les symptômes qu'on retrouve le plus, c'est un bilan. J'ai trop supporté. Je ne veux plus de ça. Je veux faire les choses autrement. Une envie de faire les choses pour soi aussi. Parce qu'on a le sentiment d'avoir donné aux autres et de n'avoir pas reçu suffisamment ou de n'avoir pas reçu du tout. Donc à ce moment-là, on s'autorise à penser à soi. Et ça peut aller très loin jusqu'à rompre nos propres valeurs, à franchir des limites qu'on s'était imposées, soit par éducation, soit par croyance. Et ces limites-là, à ce moment-là, elles se brisent. On dit, par exemple, je ne vais jamais faire ci, je ne vais jamais détourner de l'argent au travail, je ne vais jamais accepter des pots de vin, je ne vais jamais tromper mon homme ou ma femme. Et bien, à ce moment-là, on ose franchir ces limites morales, ces codes qu'on s'était imposées jusque-là, en pensant que ça résout le problème. Waouh! C'est fort ce que vous dites. Donc, je veux dire, pour certaines ruptures dans les couples, par exemple, ça peut être provoqué par la crise. Bien sûr, si on regarde bien, les couples se cassent autour de la quarantaine. Parce qu'on a le sentiment de ne pas être satisfait. On a le sentiment que l'herbe est plus verte ailleurs. On a le sentiment qu'on ne fait pas les choses comme il faut et qu'avec un autre partenaire ou avec une autre partenaire, on se sentirait mieux, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais donc, je veux dire, à ce moment-là, quand on commence à avoir ce sentiment ce type de sentiment-là qui nous inonde, bon, là, on est déjà en train de parler des solutions. On va faire le pas, mais on va revenir après. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Quand ça fait tilt dans la tête, quand on commence à se dire, mais attends, pourquoi c'est toujours moi qui donne? Pourquoi c'est toujours moi qui dois me plier? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le premier pas? Pourquoi dans le milieu professionnel, c'est moi qu'on est tout le temps en train d'opprimer? Bon, ce que je fais, ça ne me convient plus. Qu'est-ce qu'on... Ce qui aide à régler le problème de la crise de la quarantaine, c'est l'écoute, le dialogue et l'empathie. Donc, on peut aider son conjoint à traverser la crise de la quarantaine en étant à son écoute. Et lorsque le conjoint ou la conjointe exprime ce mal-être-là, qui n'est pas perçu ou qui n'est pas pris au sérieux, alors il va sombrer. Mais lorsque l'autre en face vous écoute, ça permet déjà de se soulager. Et s'il encourage ou elle vous encourage, ça vous apaise un temps soit peu. Mais si on n'a rien de tout ça, il va de soi qu'on va sombrer. Et quand on sombre, on est fragilisé par tout ce qui peut nous attirer vers l'extérieur. Mais je veux dire, comment on explique la crise de la quarantaine chez la femme? Parce que vous avez parlé de la femme dont la crise de la quarantaine ne dure pas, généralement. Mais est-ce que... Je veux dire, comment on peut percevoir ça déjà? On peut percevoir ça parce qu'on a une personne qui devient très irritable. Elle a une grande irritabilité, elle perd souvent patience, elle déprime souvent, elle a des envies de pleurer, elle n'est jamais satisfaite de ce qu'on lui donne, de ce qu'on fait pour elle. Ce n'est pas fait comme elle veut, on ne la comprend plus en fait. Et il y a un aspect hormonal qui intervient aussi puisque la femme, elle est soumise à l'horloge biologique. Donc, si elle n'a pas d'enfant, il y a cette pression dans le désir d'enfant qui va augmenter. Si elle a des enfants, la pression va être ailleurs. Est-ce que j'ai bien fait mon rôle? Est-ce que ces enfants-là, je suis à la hauteur pour être la maman qu'il leur faut? Plein de questions sans réponse qui vont faire que la personne va se sentir incomprise et va être aussi incomprise parce que les tentatives pour lui tendre la main, les conseils qu'on va lui donner ne vont jamais être suffisants pour calmer son
son mal-être. Donc, les autres vont s'éloigner parce qu'ils vont se sentir impuissants et lui tourner le dos et ça va augmenter le mal-être. Pour cela, il faut avoir recours justement au spécialiste qui pourra vous accompagner dans cette traversée du désert-là. Bon, heureusement qu'on vous a ici, docteur Tanon Laura Michel. Et après avoir présenté voilà, comment ça se présente chez les femmes et chez les hommes, généralement. Bon, nous, on est plus forts, on est plus costauds, normalement. C'est ce qu'on dit, mais il faut dire que la crise de la quarantaine est portée avec nos casseroles de l'enfance. On a tous des blessures d'enfance et justement, si on a des projections qui ne sont pas réalisées, ça va peser dans la balance. Donc, chez l'homme, par exemple, son enfance est l'élément qui va le propulser dans ses rêves. Et à la crise de la quarantaine, il va faire un petit bilan. Quand j'étais plus jeune, je voulais être footballeur. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Est-ce que ça me convient? Et quelles sont les méthodes pour compenser? Donc, s'il n'y a pas de méthode de compensation, on tombe dans la dépression, dans la déprime. Il y en a qui vont rentrer dans l'alcoolisme ou dans la consommation de psychotropes. Donc ça peut être les effets de la crise de la quarantaine. Tout à fait, parce qu'il y a un sentiment de vide, de mal-être. Et l'alcoolisme, justement, le fait de vider le verre, de se remplir, on a l'impression qu'on va remplir le vide psychologique, mais non. On sombre juste dans un autre mal qui est l'alcoolisme et c'est très, très dangereux. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de parler à des personnes qui sont aptes à vous accompagner dans ce passage difficile, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais en tout cas, bon, à vous entendre, hein, tout ce qu'on vit, en tout cas, c'est lié à la crise de la quarantaine. Parce qu'en fait, dans toutes les définitions que vous avez données, englobe tout ce qu'on vit. La crise de la quarantaine, c'est un grand carrefour de la vie de l'humain parce que c'est la moitié de vie. Quand on sait que l'espérance de vie tourne autour de 65-70 ans, quand on a 40-45 ans, on est quand même à mi-parcours. Et à mi-parcours, il est normal qu'on regarde le chemin parcouru pour savoir s'orienter sur ce qui nous reste à vivre. Bon, dites-nous, docteur, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour voilà, explorer tous les pans de ce sujet-là, mais dites-nous déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont à risque pour la crise de la quarantaine, ou bien si tout le monde y est confronté, et puis comment on fait pour gérer la crise de la quarantaine? La crise de la quarantaine dépend de la force de caractère et des capacités à porter des choses difficiles. Donc, il y a des gens qui sont faibles et qui vont avoir besoin de plus de soutien que d'autres. Il y a des gens qui sont émotionnellement autonomes, donc qui arrivent à gérer leur mal-être mieux que d'autres. Donc on est tous différents, surtout hommes et femmes, tous différents devant la gestion de la crise de la quarantaine, parce qu'on a un profil psycho-émotionnel qui est unique. Donc tout ça dépend de comment on va être entouré, comment on va être écouté, comment on va être entendu. Parce que si on écoute, qu'on n'entend pas, on n'a pas résolu le problème de la personne. Donc déjà, savoir écouter. Quand quelqu'un vous dit « je ne me sens pas bien », il ne faut pas tout de suite dire « mais tout ce qu'on fait, tu ne vois pas ce que je fais pour toi, j'ai fait tel sacrifice, j'ai fait tel sacrifice ». Si ce sont des sacrifices qui ne comblent pas le mal-être, il faut accepter d'écouter que la personne vous dise « ça ne me comble pas ». En tout cas, merci docteur Tanon Laura Michel. J'espère que ce petit bout qu'on vous a donné sur la crise de la quarantaine vous permettra de mieux comprendre ce sujet. Et surtout, dès que vous voyez dans tout ce que docteur Tanon Laura Michel a dit, des signes qui vous correspondent, eh bien, il faut consulter, comme elle a dit, des spécialistes pour vous faire accompagner et surtout vous aider à passer cette période de la vie qu'elle a nommée le carrefour de la vie dans de très, très, très bonnes conditions. Bonne journée, docteur Tanon Laura Michel. Et bonne merci journée. d'être venu. On va la retrouver mercredi prochain pour voilà, un autre sujet concernant la vie de famille. Allez, on se retrouve juste après ceci et là, on va conclure l'émission maintenant. On va chuter pour ce numéro de Matin Bonheur, mais avant, retenez que le vieux Ménécré, docteur Vis-à-vis, est toujours vivant. Voilà, fausse alerte donnée sur sa situation. C'est vrai qu'il n'est pas bien portant, mais il est encore parmi nous et on espère l'avoir pendant longtemps pour bénéficier de sa sagesse. Lui qui a 116 ans. Et puis retenez qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le lancement officiel de l'activité mois d'octobre, mois du consommé local, l'activité qui se tient sous
sous l'égide du ministère du Commerce, de la promotion des PME et de l'industrie et activités pilotées par le Comité national de lutte contre la vie chère. Merci d'avoir été en notre compagnie. Avant de vous laisser, je vous rappelle le challenge matinal. Voilà, challenge matinal qui va permettre à un téléspectateur d'être avec nous ce vendredi. Il faut nous dire parmi ces noms utilisés par Floppy, la conteuse, c'était le lundi, quel est celui qu'elle a utilisé effectivement. Donc on a Gaston, Franck, Gérard, Paul ou encore Grégoire. Et c'est à ce numéro qui s'affiche sur votre écran qu'il faut nous envoyer la bonne réponse 07 44 75 44 76. Si vous donnez la bonne réponse, eh bien, vendredi, vous serez sur ce plateau et vous recevrez votre lot. Merci à toute l'équipe en régie et ici en studio d'avoir piloté cette émission pour laquelle on a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci à tous nos invités qui étaient là, donc Dr Tanan Laura Michel, Syriac Bougou et le coach Diabaté. On se retrouve demain pour un autre numéro de Matin Bonheur. Restez sur RTI 1 pour la suite des programmes. À demain.